Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 1855, c'est l'année de la première exposition universelle en France. On est au début d'un second empire qui brille de tous ses feux. La fête est extraordinaire, l'exposition attire une foule d'étrangers et de provinciaux, un peu comme les papillons sur une lampe. Et évidemment, un certain nombre de commerçants peu scrupuleux vont profiter de la circonstance pour majorer leurs prix aux dépens de ces visiteurs qu'on juge naïfs. C'est une de ces périodes bénies pour le commerce, vous savez, mais devant certains abus, la préfecture de police, sur ordre du nouvel empereur, est saisie et tout contrevenant va désormais être sévèrement puni. Les sergents de ville ne badinent pas, ils ont reçu l'ordre d'être d'une vigilance toute particulière et va s'ensuivre un climat de crainte, de suspicion entre les gardiens de la loi et les arnaqueurs potentiels. C'est cette rigueur policière et administrative qui va provoquer un drame absurde. Nous sommes le 16 septembre 1855 et un honorable directeur de l'école normale de Douai, il s'appelle Monsieur Juge, accompagné de sa femme et de sa fille, à l'époque on disait de sa dame et de sa demoiselle, se promène à Paris après avoir admiré toutes les splendeurs de l'exposition. Il est place de la Concorde, il hèle un fiacre pour le conduire jusqu'à son auberge, jusqu'à son hôtel. Le fiacre en question est conduit par un certain Collignon. C'est un de ces très nombreux cochers de fiacre dont Paris est plein à l'époque. « À Auteuil, mon brave !» ordonne Monsieur Juge. « C'est comme si c'était fait, monsieur, dame. Montez, montez !» Et voilà un trajet qui s'effectue au petit trot, sans incident, jusqu'à la grille d'Auteuil, à l'entrée du bois de Boulogne. Sauf qu'arrivé à destination, Monsieur Juge fait descendre toute sa petite famille et donne un écu de 5 francs au cocher, qui l'empoche, qui s'apprête à repartir. « Hé, ma monnaie !»« Ma monnaie, mon brave !» demande Monsieur Juge. « J'ai lu le tarif qui est affiché là dans votre fiacre. Le prix de la course, c'est 3 francs. Vous me devez donc 2 francs. » Qu'est-ce qu'il dit ? Alors là, il faut imaginer, on est à Paris quand même si on est en 1855. Et mon retour alors ? Et les 20 minutes pour faire reposer le cheval ? Vous êtes de province, vous alors ? Monsieur Juge s'empourpre. Et il faut dire que devant son épouse, il n'a pas l'intention de perdre la face, bien entendu. Le ton monte, le brave bourgeois est de plus en plus offusqué par les injures gouailleuses de Collignon, qui commence à se mettre dans une colère noire. Si j'ose dire, il monte sur ses grands chevaux. Il faut dire qu'il boit beaucoup aussi, Collignon. Bref, on en vient presque aux mains, et c'est Madame Juge qui s'en mêle à ce moment-là. « Laisse donc, mon ami, dit-elle à son mari, tu écriras ce soir à la préfecture de police. » Et puis elle se tourne vers Collignon et elle lui dit « Vous aurez de nos nouvelles, monsieur. »« Et t'en auras aussi des miennes, sale bourgeois, fameur du peuple. Ah, je me vengerai. » Bon, bref, de toute façon, le fiacre est déjà loin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le lendemain, Monsieur Juge, bien aiguillonné par sa femme, il faut le dire, prend sa plus belle plume et envoie au préfet de police une lettre où il expose exactement les faits. Le but, c'est pas de récupérer les 2 francs, non, c'est de ne pas se laisser faire. C'est une question de principe. Ma réclamation, écrit-il, a moins pour but de me faire rembourser que d'empêcher les conducteurs de voitures d'abuser de l'ignorance des étrangers qui viennent visiter Paris. Bien entendu, il va donner toutes les précisions, le numéro du fiacre, le nom du cocher, et voilà que 3 jours plus tard, Collignon est convoqué à la préfecture de police. On lui explique qu'il s'est fourré dans une bien sale affaire, qu'il devrait rendre au plus vite les 2 francs au propriétaire légitime, sinon ça va aller très mal, et on le tense vertement, et on lui dit même qu'il pourrait perdre sa licence. « Est-ce qu'on va me la retirer, ma licence ? Moi, je travaille, monsieur le fonctionnaire, dit ce pauvre Collignon. Faut que je me nourrisse, moi, puis il y a la bête et son avoine. » Sauf que le fonctionnaire, qui lui est retranché derrière sa position d'administrateur, fait comprendre à Collignon qu'après tout, lui n'est qu'un pauvre type qui n'a qu'à obéir, n'est-ce pas ? C'est un peu l'histoire du prolétaire contre le bourgeois, cette affaire. C'est en tout cas comme ça que Collignon la vit. Il est humilié, cet homme-là. Il est blessé. Il doit se résoudre. D'accord, il va aller voir Monsieur Juge. D'accord, il va lui rendre ses 2 francs. Seulement, le jour où il va y aller, il n'ira pas tout à fait tout seul, parce que dans sa poche, il y aura un pistolet à 2 coups et il a bien l'intention de s'en servir. Donc, comme on le lui a ordonné, le cocher Collignon va se rendre au domicile de Monsieur Juge. En fait, pendant leur séjour parisien,
Les juges habitent au 83 de la rue d'Enfer à Auteuil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient dans une auberge. C'est pas tout à fait vrai. En fait, ils sont dans une maison de location. Bref, Collignon frappe à la porte. Monsieur juge lui ouvre. Celui-ci, dans un premier temps, ne le reconnaît pas. Après tout, pourquoi garder en mémoire un simple cocher de fiacre? Sauf que quand l'autre décline son identité, ah, là, d'un seul coup, notre petit bourgeois se rengorge. Je viens vous remettre vos 2 francs, monsieur, mais il faut me signer un reçu. C'est ce qu'ils m'ont dit à la préfecture. Alors là, monsieur juge, ravi, fait un petit laïus bien senti, il fait sa petite morale, si vous voulez, sur la nécessité d'être bien honnête. Il s'assoit à sa table, il prend une feuille de papier, il commence. Je sous-signais, ah ben il ne va pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin, puisque Collignon tire son pistolet de sa poche et lui envoie une pleine giclée de plomb dans la tempe, calmement, là, comme ça. Ça paraît complètement incroyable. Monsieur juge s'écroule. Évidemment, sa femme, alertée par le coup de feu, accourt. Elle se précipite sur le cadavre ensanglanté de son époux. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Elle prend la tête de son mari maintenant dans ses mains. Mon ami, mon ami. Et dans l'ombre, là, de la pièce, il y a toujours Collignon qui regarde tout ça. Et il a son arme qui a été seulement à demi déchargée. Il est très calme, il vise, il tire. Et cette fois, c'est madame juge qui va avoir le cou transpercé par le projectile. Elle s'effondre à son tour sur le tapis. Alors, elle ne sera pas mortellement blessée. Les autres occupants de la maison ont accouru, bien entendu. Ils sont médusés, ils n'osent même pas intervenir. Collignon les dévisage calmement. Il remet son arme dans sa poche. Il sort tranquillement. Il descend l'escalier. Une lueur intense de satisfaction éclaire son visage. Et quand il arrive au rez-de-chaussée, il voit un homme lui barrer le passage. « Ne sortez pas, lui dit cet homme. On vient sûrement de commettre un crime là-haut. L'assassin doit encore être dans la maison. Que personne ne sorte. » Collignon observe ce petit homme barbu, effaré, au front un peu dégarni, avec des lunettes cerclées d'or, et qui visiblement vient d'être tiré de ses méditations intellectuelles par les 2 détonations qu'il a entendues. Seulement, au lieu de tenter de s'enfuir, il lui dit calmement, placidement, « Oh, calmez-vous, mon bon. L'assassin, c'est moi. » Ça paraît incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable dans cette affaire, c'est que le petit homme aux lunettes cerclées d'or dont je vous parle n'est autre que Pierre-Joseph Proudhon. Alors il faut que je vous dise en 2 mots qui est Proudhon, vous le savez peut-être. C'est cet homme originaire de Besançon. Il est né sous l'Empire à Besançon, hein, d'un père garçon brasseur et d'une mère cuisinière. Il a obtenu une bourse pour faire des études. Sauf que la bourse n'a pas été suffisante et pour des raisons financières, il est obligé d'interrompre ses études. Il va en ressentir une aigreur extrême. Il deviendra apprenti, puis maître typographe. On va le voir travailler dans l'imprimerie. Et ça tombe bien parce qu'il écrit, cet homme-là. C'est un aventurier de la pensée et de la science. C'est en tout cas comme ça qu'il se définit. C'est lui qui va mettre au point le concept de socialisme scientifique en appuyant son antisystème, parce qu'il insiste beaucoup pour qu'on dise bien qu'il s'agit d'un antisystème. Il l'appuie sur l'anarchie, l'anticapitalisme, l'antiétatisme, l'antithéisme. Bref, il est pour un socialisme autogéré. C'est le fondateur de l'autogestion avec cette théorie de la propriété qui paraîtra 10 ans après le fait divers dont je vous parle, en 1865. Vous connaissez la grande phrase qui résume en quelque sorte la pensée proudhonienne, « la propriété, c'est le vol ». Eh bien, c'est cet homme-là qui, incroyable mais vrai, va se trouver confronté à un fait divers terrible. Il va témoigner dans le procès, et non seulement il témoignera, mais il va prendre la défense de Collignon. Aux yeux de cet intellectuel qu'a croisé Collignon alors qu'il redescendait, aux yeux de Pierre-Joseph Proudhon, le cocher de fiacre est en quelque sorte une victime et il va prendre sa défense dans ce procès qui s'ouvre, le procès Collignon de 1855. Il n'avait que son honneur à défendre, pense Proudhon. Cet homme-là, fût-il prolétaire, devait se défendre contre ce petit bourgeois satisfait et que le bourgeois ait eu raison selon la loi, selon l'administration et la police, ne fait rien, ne change rien à l'affaire. Proudhon est convaincu qu'il était normal que le cocher de fiacre essaie de profiter de sa situation pour empocher les 2 francs de différence, hein. Après tout, qu'est-ce que c'est que 2 francs pour un nanti? Voilà l'idée de Proudhon. Alors, en 1855, la justice est rapide. Moins de 2 mois après son forfait, Jacques Collignon comparaît donc devant les assises.
Il faut imaginer un homme calme, absolument sûr de son bon droit et même d'une certaine façon assez satisfait de l'acte de vengeance qu'il a le sentiment d'avoir commis. Il a été plus fort qu'un bourgeois, ne serait-ce que l'espace d'un instant, il a renversé l'ordre social. On lui demandera pourquoi il avait expédié ce pauvre monsieur juge dans un monde meilleur et il répond: s'il y a un différend entre l'ouvrier et le bourgeois, l'ouvrier est toujours nettoyé. Autrement dit, il ne peut pas y arriver. Et il ajoute: je suis un homme intelligent, moi, allons donc. Je ne suis pas plus intelligent qu'il le faut, j'ai du bon sens, c'est tout. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Proudhon assiste au procès en tant que témoin, mais il va petit à petit prendre la défense de cet homme, tel un avocat. Il va démonter la situation, si vous voulez, montrer à quel point cette situation était absurde. Et même il dira au président, après une pause qu'il a savamment orchestrée, il dira en parlant de Collignon: c'est comme s'il avait accompli un devoir, monsieur le président. Alors, Collignon se défend par des phrases telles que celle-ci: que voulez-vous, monsieur le président? Il a voulu m'exploiter, cet homme-là, il a voulu me ruiner. Je lui ai fait ce qu'il voulait me faire. Quand il a été parti, je me suis dit que ça pouvait aller loin, que je devais tâcher de le rejoindre pour l'empêcher d'écrire au préfet. Et à la question: et madame juge, pourquoi avez-vous tiré sur elle? Il répond: si je l'avais vue d'abord, elle ne vivrait plus, parce qu'elle était plus coupable encore que son mari. Quand je l'ai vue prendre sa tête et dire mon ami, je me suis dit: c'est donc elle. Et à ce moment-là, j'ai tiré. Elle était bien coupable. Allez! Tout ça se passe évidemment de commentaires, parce que, bien qu'étant un violent primaire, Collignon se heurtait à un appareil social et judiciaire où sa place n'était somme toute que celle d'un vaincu d'avance. Et on a envie de dire que dans cette affaire, il n'est pas besoin d'étudier très longtemps le droit pour savoir de quel côté il est, bien entendu. Jacques Collignon va recevoir le seul honneur dans cette affaire de se faire trancher le cou, bien entendu. On va bien tenter de plaider la folie en cassation, mais lui-même refuse absolument qu'on le considère comme un fou. Fou, moi? Mais non, mais ça va pas la tête, je ne suis pas fou, déclare-t-il à l'audience, ce qui coupe évidemment les effets de manche de son avocat commis d'office, qui s'appelle Maître Maurice. Bref, Collignon va mourir. Il va mourir sans bien comprendre peut-être ce qui lui arrive, le 6 décembre 1855, au petit jour, sur la place de la Roquette. C'était un assassin, évidemment, qui était tué, hein, même un double assassin, même si madame juge a survécu à ses blessures. C'était un alcoolique, c'était tout ce qu'on veut, mais aux yeux de Proudhon, c'était surtout un pauvre homme, et même un pauvre tout court, un pauvre qui, en quelque sorte, avait agi sous l'effet d'une injustice implacable et contre laquelle il avait eu le seul tort d'essayer de se rebeller. Comble de malheur, notre Collignon a dû se retourner dans sa tombe un nombre incalculable de fois, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir de 1855 et jusque tout début du XXe siècle, lorsque les cochers de fiacre à Paris en venaient à s'insulter, l'insulte la plus générale qui leur venait à l'esprit et à la bouche, c'était Collignon, espèce de Collignon, va. Ça, monsieur Proudhon ne l'avait pas du tout prévu. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1842 que Marx a estimé que Proudhon était, je le cite, le penseur le plus hardi du socialisme français. Alors il faudrait peut-être que je vous en dise un peu plus de ce système d'autogestion qui affirmait la liberté de l'homme par l'homme, c'est ainsi que s'exprimait Proudhon. C'était une méthode positive qui, je le cite, associait un travaillisme pragmatique à un justicialisme idéo-réaliste. Oui, on est dans les grandes phrases, et forcément. Bref, il y avait chez Proudhon la volonté de mettre en œuvre un fédéralisme autogestionnaire. Sur tous ces principes, il s'agissait de libérer tout simplement les pauvres, les soumis, tous ceux qui dans la société étaient dominés de ce qu'il considérait lui comme une forme d'esclavage, tout simplement. Et ces ouvrages s'appellent Création de l'ordre en 1843, La justice en 58, Théorie de la propriété donc en 1865, et puis un ouvrage, La capacité politique, qui est peut-être ce qu'il y aurait aujourd'hui de plus utile et de plus intéressant à aller chercher chez Proudhon.